toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Avec au sommet aujourd'hui l'invité, c'est Bastien Sibylle, l'initiateur de l'opération Milliard. Objectif très clair, réunir 1 milliard d'euros pour une transformation écologique et juste, justement, de notre économie, notamment en faisant évoluer les pratiques de financement des entreprises et des associations de l'économie sociale et solidaire. Notre débat, il portera sur la réparabilité des objets, alors que le Parlement européen vient de voter un texte pour faciliter la réparation des biens et augmenter leur durée de vie. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Fonto de Vivo et son purificateur d'eau utilisé par de nombreuses ONG dans le monde. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Bastien Sibylle, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc l'initiateur de cette opération, l'opération Milliard, qui a été lancée officiellement le 26 mars dernier. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est une opération qui, comme son nom l'indique, vise à réunir 1 milliard d'euros pour les acteurs de la transformation écologique juste. Alors, pourquoi est-ce qu'on déclenche cette opération ? On voit bien que nos sociétés, nos économies sont en train de prendre un tournant, qu'elles prennent du mieux qu'elles le peuvent, vers les questions écologiques et sociales. Mais globalement, ce tournant, elles le prennent avec les façons de faire du XXe siècle. Quelles sont-elles ? Elles sont des façons de faire tourner vers la rémunération du capital et des gouvernances orientées par lui, et puis beaucoup vers l'innovation technologique. Or, nous sommes des milliers d'acteurs qui, sur le terrain, conduisons des organisations qui, sur ces deux plans, sont en rupture. D'abord, elles ne sont pas liées au capital de par leur structuration juridique, c'est-à-dire leurs gouvernances ne sont pas reliées à la détention du capital. Et puis, deuxièmement, elles travaillent plutôt des mécanismes d'innovation sociale, c'est-à-dire de la transformation de comportement, de façon de faire, de façon d'être ensemble, de consommer, de produire, plutôt que de l'innovation technologique. Donc notre sujet n'est pas d'opposer deux mondes. Notre sujet est de dire qu'il faut que les deux mondes existent et que ces milliers d'acteurs qui agissent partout sur les territoires portent une solution et que cette solution doit aujourd'hui être accompagnée massivement. Et c'est pour ça qu'on a ce chiffre qui est un chiffre étendard d'1 milliard, mais nous irons au-delà. Oui, et puis derrière ça, il y a évidemment une question majeure qui est la question du financement. On va l'expliquer et en parler en détail. Je crois qu'il y a déjà, peut-être que c'est encore plus, mais plus de 1500 dirigeants et dirigeantes de la transition écologique qui sont associés à cette opération Milliard. Alors, 1500, il y a forcément des profils très différents, mais d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? C'est forcément l'économie sociale et solidaire, pas que, c'est des fondations. Ils viennent d'où, ces dirigeants et ces dirigeantes ? Écoutez, d'abord, je pense que... Il y a plusieurs traits qui les caractérisent. Ce sont beaucoup des dirigeants et des dirigeants. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas renoncé. Ce sont des personnes qui voient les problèmes que nos sociétés ont à affronter et qui se disent « qu'est-ce que moi je peux faire sur mon territoire avec les gens qui m'entourent ?» Donc, effectivement, ce sont plutôt des profils de dirigeants d'organisations. Ces organisations peuvent être des associations, loi 1901. Ces organisations peuvent être des coopératives. Ça peut aussi être des entreprises sociales. Donc, je pense que le sujet n'est pas tellement un sujet statutaire. Le sujet, c'est... qu'est-ce qui drive l'action ? Donc là, c'est clairement des acteurs qui veulent faire une différence sur le plan écologique et social. Et c'est la méthode qu'ils emploient. Et encore une fois, je reviens à ces deux fondamentaux des méthodes que nous soutenons. Ce sont des gouvernances démocratiques pour ces organisations. Et ce sont des organisations qui sont soit complètement non lucratives, soit à lucrativité limitée, c'est-à-dire qui n'ont pas une injonction à la croissance, aux bénéfices, etc. Et à la rémunération des actionnaires, c'est un élément important aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on y vient parce que, finalement, quand on réfléchit à la question financière, on réfléchit au modèle économique. Ou, inversement, quand on veut réfléchir au modèle économique, il faut réfléchir au modèle financier. Et quand on est dans des organisations qui ont à rémunérer leurs actionnaires, alors oui, il y a une forme d'incitation, j'allais dire de course, c'est peut-être un peu fort, mais d'incitation à la croissance. Or, on voit bien que sur un ensemble de secteurs, la transformation écologique n'est pas compatible avec cette croissance. Donc, il nous faut, pour conduire l'économie,
l'économie du 21e siècle, une finance qui soit celle du 21e siècle et qui ne peut donc pas être celle du 20e siècle. Quand on dit qu'on veut transformer l'économie pour faire la transition écologique, il faut aussi transformer les modalités d'accès au capital. On peut prendre un exemple qui est la coopérative Mobicop que vous avez cofondée, je crois, qui œuvre pour un covoiturage libre et gratuit et qui fait partie de ce groupe des licornes avec 2 O. On en avait parlé déjà dans cette émission. C'est une douzaine de coopératives qui ont besoin de financement. En fait, c'est ça le constat. Pourquoi ? Parce que vous ne rentrez pas dans les cases, en quelque sorte ? Alors oui, donc d'abord, c'est un très bon exemple que vous citiez Mobicop. Mobicop, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit l'impact écologique de la voiture en partageant les trajets. Quand vous faites entrer une personne dans une voiture, vous divisez par 2 son impact écologique. Si vous voulez diviser ou même réduire de 0,1% la consommation de carburant d'un moteur, ça vous prend des milliards de dollars d'investissement. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est très bien que ces milliards soient dépensés. Mais vous êtes dans la comparaison innovation technologique, innovation sociale. Absolument. C'est ce que je veux dire, parce que Mobicop fait une innovation sociale et on voit que cette innovation sociale, elle a un impact écologique qui est majeur, puisqu'on divise par 2 directement l'impact. Bon. Mais pour faire rentrer les gens dans la voiture, il faut déclencher des mécanismes de confiance. Ces mécanismes de confiance entre les gens, ça demande des méthodes, ça demande des savoir-faire, ça demande des accompagnements, etc. Tout cet ensemble de méthodes, c'est ce qu'on appelle l'innovation sociale. Alors oui, c'est pas une innovation technologique au sens propre. Et l'innovation sociale doit pouvoir se financer. Nous avons des équipes qui, sur les terrains, déploient ces méthodes et les inventent. C'est de l'investissement. Et cet investissement a un cycle économique. C'est-à-dire qu'il est comptabilisable, il est amortissable, et il génère de la valeur. Simplement, comme vous le rappeliez, on a du mal à financer ce type d'innovation. Aujourd'hui, les investisseurs savent bien investir dans des innovations technologiques, moins dans des innovations sociales. Mais ça veut dire qu'il faut changer quoi ? Il faut aller jusqu'à changer les normes comptables. C'est-à-dire qu'il faut intégrer l'immatériel, la valeur sociale à un bilan comptable d'une entreprise. Oui, absolument. Donc ou d'un investissement d'ailleurs. Une partie de l'action de l'opération milliard, une partie des fonds que nous aurons serviront ce genre d'ingénierie, c'est-à-dire il faut déployer des comptabilités triple capital qui ne comptabilisent pas que la valeur financière, mais aussi la valeur sociale et la valeur écologique. Donc il faut que nous réussissions à déployer ça dans nos entreprises. Pour ça, on a besoin d'être un petit peu aidés. Mais donc, bien sûr, si on change la conception de la valeur, il faut aussi changer sa mesure. D'une certaine façon, il faut prouver, alors je simplifie, mais je dis les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, il faut prouver que c'est un modèle d'avenir. Est-ce que c'est ça aussi le défi ? Alors, attendez, je crois que la question n'est plus de le prouver. Ceci est prouvé. Oui, moi j'en suis convaincu. Et pour une raison assez simple. Est-ce que les financiers en sont convaincus ? Pour une raison assez simple, c'est que les autres modèles, eux, ont prouvé qu'ils n'allaient pas au bon endroit. Moi, je suis d'accord avec vous, et on en parle tous les jours dans cette émission, mais c'est ceux qui prêtent, ceux qui investissent qu'il faut convaincre. Alors voilà, donc là on est sur le sujet. Donc, le fait que nos modèles soient les bons modèles, aujourd'hui, c'est acquis. Il faut bien sûr travailler, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, tout ce que vous voulez, mais on a inventé des façons de faire économie qui sont plus en phase avec l'avenir. Donc maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est de le dire avec fierté, mais de le dire aussi avec fermeté, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, tous ensemble, société, se dire il faut qu'on invente une nouvelle économie et dans le même temps ne pas regarder d'autres modèles économiques qui ont fait leur preuve. Donc l'opération milliard est une opération financière, c'est surtout une opération de fierté et d'espoir parce que oui, nous sommes capables d'avoir d'autres modèles économiques pour le 21e siècle. Comment ça va se passer, cette opération ? Qui peut y participer d'une certaine façon ? Alors, tout le monde peut y participer. Nous sommes une opération citoyenne. Nous sommes une force civile qui propose à l'ensemble des citoyens qui sont concernés par ces questions de transformation écologique juste de nous rejoindre. Ensemble, nous allons constituer des thèses d'investissement. Donc c'est aujourd'hui le travail du mouvement, c'est d'avoir l'expertise pour constituer ces thèses d'investissement qu'ensuite nous allons négocier avec des opérateurs financiers. Donc vous voyez, on est en train d'inverser la chaîne financière dans laquelle habituellement, quand vous êtes porteur de projet, vous allez voir une banque qui vous dit « voici les conditions ». Là, nous sommes en train de dire nous allons nous-mêmes définir ce que doivent être les bonnes conditions d'accès aux capitaux pour conduire nos opérations de transformation écologique juste. Et je vais vous dire quelque chose.
Ce travail intéresse les financiers au plus haut point. Ouais. Les organisations financières nous suivent. Ils ont besoin qu'on fasse ce travail et on travaille aussi pour qu'eux-mêmes puissent avancer. Quelles organisations financières? Parce que par exemple, moi je pense à des banques mutualistes, ça semble assez évident et peut-être plus facile pour elles, justement parce qu'elles n'ont pas des actionnaires à rémunérer. Est-ce que les autres suivent aussi? Oui, alors écoutez, bien sûr, on va commencer par les gens plus proches de nous. Oui. Vous avez cité les banques mutualistes, il y a des banques coopératives aussi. Et donc là, la réception est bonne, mais peut-être qu'effectivement, cela inspirera d'autres banques. Je voudrais rappeler que quand vous dites les banques mutualistes ou les banques coopératives, on parle de parmi les plus grosses banques françaises. Crédit Mutuel, disons-le, c'est un nombre énorme. 70 000 salariés et presque 4 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Donc on parle d'acteurs bancaires majeurs et qui peuvent faire une différence et qui aujourd'hui, je crois, disent clairement qu'ils souhaitent réinterroger leurs pratiques et leur capacité à faire cette transformation écologique juste. Oui, effectivement, parce que d'ailleurs, on a reçu ici même les représentants du Crédit Mutuel qui ont créé un dividende sociétal. Le dividende sociétal, 15% de leurs bénéfices il y a un an. Et Laurent Berger était sur France Inter hier et expliquait bien le fonctionnement à la fois de ce dividende et puis surtout de l'institut que crée le Crédit Mutuel. Voilà, c'est ça, Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT, qui est devenu président alors, je ne sais plus si c'est la fondation. C'est l'institut du Crédit Mutuel. Merci beaucoup. Mutuelle, oui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette opération Milliard. Il y a un site, il y a une... Oui, opération-milliard.org. Et ben voilà, opération-milliard.org pour participer au modèle d'aujourd'hui qui est celui de demain. Merci beaucoup, Bastien Sibyl, et à bientôt. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Sandra Aubois, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du développement du marché français et des réseaux sociaux en Europe chez iFixit. Et Flavie Van der Scher, bonjour et bienvenue. Responsable du plaidoyer à l'association Hop Halt à l'obsolescence programmée. 2 questions de présentation pour démarrer. iFixit, Sandra Aubois, c'est quoi? Alors iFixit, c'est une plateforme en ligne qui a vocation d'aider les gens à réparer eux-mêmes leurs appareils. Okay. On propose des tutos gratuits. Donc, actuellement, on en a à peu près 100 000 en ligne gratuitement. On a la chance d'accueillir la plus grande communauté de réparation en ligne au monde. Ouais. Et on a la partie boutique en ligne où on propose des outils de démontage. Oui, le modèle économique, il est là. Il y a des kits de bricolage ou de démontage. On a les outils conçus en interne, on a des kits avec les pièces détachées pour aider les gens à réparer leurs appareils. Un mot de l'association Hop Halt à l'obsolescence programmée. En lisant le titre, on comprend ce que vous faites. Elle existe depuis quand, tiens? Alors l'association Hop Halt à l'obsolescence programmée, elle existe depuis 2015, depuis que le délit d'obsolescence programmée a été reconnu. Et nous, on se bat au niveau français et européen pour avoir des produits plus durables et réparables mis sur le marché. Donc on sensibilise aussi à la réparation, au réemploi, etc. Mais on se bat surtout pour une société avec des produits plus réparables mis sur le marché, des normes et de l'information consommateur, donc pour avoir un changement plus systémique. Ouais. Vous luttez notamment contre la sérialisation des pièces détachées. De quoi il s'agit? En fait, on est tous confrontés à ça, mais sans savoir exactement ce que c'est. Oui, alors la sérialisation, c'est le fait de relier une pièce détachée à un numéro de série d'un produit. Ouais. Donc, ce qui veut dire que quand on prend 2 produits côte à côte et qu'on essaye de changer les pièces entre elles, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas, il y aura des messages d'erreur où on ne pourra pas utiliser le produit avec toutes ses fonctionnalités comme avant. Donc nous, chez Hop, on se bat contre la sérialisation. C'est un vrai frein à la réparation pour les consommateurs quand ils essayent de faire la réparation eux-mêmes, mais aussi pour les réparateurs, les reconditionneurs. Et donc nous, on a porté plainte contre Apple, qui est un des acteurs qui pratique la sérialisation, 2022. L'enquête est toujours en cours. Et on attend ensuite. Principalement dans ce secteur-là, on va dire informatique, téléphonie, numérique, ou ça touche d'autres secteurs aussi? Alors ça touche les équipements électriques et électroniques, les ordinateurs, les smartphones. Ça touche aussi l'automobile. Donc chez Hop, on vient de sortir un rapport sur l'obsolescence accélérée des véhicules thermiques et électriques. Et on observe qu'il y a des pièces sérialisées aussi dans l'automobile qui sont un vrai frein pour réparer, et on a des voitures de plus en plus connectées. Donc il faut savoir, ces pratiques-là, ça mêle en même temps des pratiques logicielles
mais aussi des pratiques techniques pour empêcher vraiment de remplacer une pièce. Ouais. Les eurodéputés ont voté ce mardi 23 avril un texte pour faciliter la réparation des biens et augmenter leur durée de vie. Et puis il y a un autre texte dans lequel justement ils s'attaquent à l'obsolescence prématurée des objets. Comment vous recevez ces réformes? Votre avis, Sandra Aubois? Est-ce qu'on est dans une prise de conscience, enfin? Est-ce qu'elle vous semble suffisamment ambitieuse? Comment vous les recevez? Alors oui, on sent que c'est une prise de conscience. On est plutôt heureux que ça va dans le bon sens. Après, est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Comme disait Flavie, il y a des choses encore à travailler. Par exemple, la directive qui vient d'être votée par le Parlement européen. Donc sur le droit à la réparation, c'est ça? L'accès au droit à la réparation pour les utilisateurs. Ouais. Donc c'est un bon point de départ. Après, il y a pas mal de notions qui restent assez floues. Par exemple Comme par exemple la notion de prix raisonnable. Pour une réparation, prix raisonnable. Après, en application, on ne sait pas trop comment le fait que le prix soit raisonnable ou pas. On attend de voir comment ça va être mis en place, sachant qu'on sait qu'à peu près la plupart des gens, si la réparation dépasse les 30% du coût total de l'appareil, ils vont être découragés de la réparer. Donc c'est un point qui est pourtant important. La sérialisation est aussi dedans. Par contre, il y a une sorte d'échappatoire pour les marques parce que ça peut être potentiellement faisable sous réserve de droits intellectuels ou de sécurité. Donc les marques peuvent justifier la sérialisation sous certaines conditions. Donc encore une fois, c'est une bonne base, mais... Est-ce que dans ce texte, dans cette directive, il y a, vous avez commencé à en parler, mais des obligations pour les femmes, est-ce que c'est suffisamment contraignant? Parce qu'on sait que parfois, il faut un aiguillon réglementaire suffisamment puissant pour faire changer les comportements. On espère, ça va être une première base. Dans tous les cas, on sait que... C'est à l'usage qu'on s'en rendra compte. Ça sera plutôt à l'usage, parce que là, pour l'instant, ça vient d'être voté. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que, par exemple, Apple a annoncé il y a quelques semaines qu'ils veulent un peu limiter la sérialisation des pièces quand on interchangera les pièces entre des iPhones d'une même génération. Par contre, pareil, l'annonce reste assez floue, parce qu'on ne sait pas sur quelle génération d'iPhone, à quel moment ça va être mis en place, comment ça sera possible. Mais voilà, on voit que ça oblige les marques à bouger un peu dans le bon sens. Sur ce droit à la réparation, Flavie van der Scher a publié, je crois que c'était au mois de janvier, une étude sur ce qui se passe en France, l'impact de ce bonus réparation applicable notamment aux équipements électriques et électroniques. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Ça marche? En fait, en France, on a des mesures qui sont assez intéressantes pour pousser à la réparation. Donc, il y a le bonus réparation qui est depuis 2022 pour les équipements électriques et électroniques. Et là, depuis fin 2023 pour le textile et les chaussures. On en a parlé ici même. Donc, c'est très intéressant. Nous, c'est un dispositif auquel on croit beaucoup. Il y a encore des ajustements à faire parce qu'on observe qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne sont pas au courant que le bonus existe. Donc, comment on peut inciter les gens s'ils ne sont pas au courant? Donc, voilà, on incite à avoir plus de communication sur le sujet. Après, on a d'autres outils aussi sur l'information et l'incitation à la réparation. C'est l'indice de réparabilité qui se transforme en indice de durabilité. Donc c'est une note de 1 à 10 qui permet au consommateur en rayon, au moment où il achète le produit neuf, de savoir à quel point le produit est réparable ou pas, et donc de faire des meilleurs choix. Mais ça reste des mesures qui sont très intéressantes et qu'on pousse aussi à avoir dans d'autres pays, parce que pour que ce soit efficace, il faut que ce soit vraiment très développé. Mais l'important, c'est quand même d'avoir des normes de base et pas juste des mesures d'incitation pour avoir des pièces détachées disponibles, un prix raisonnable de pièces détachées et vraiment la possibilité de réparer. Alors, ce que j'entends, ce que vous me dites, c'est que très bien, il y a un bonus qui est mis en place, mais on n'est pas encore dans l'écosystème de la réparabilité, c'est ça? De plus en plus, mais on a toujours le constat que pour 68% des Français, le premier frein à la réparation, c'est le prix. Donc là, on a cette directive du droit à la réparation qui permet d'avoir une base écrite sur le prix raisonnable, mais comme disait Sandra, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc le bonus, ça permet de faire ça, puisque les consommateurs peuvent se rendre chez le réparateur, donc c'est chez les réparateurs labellisés, pour avoir accès au bonus, et ils n'ont rien à faire en amont. C'est le réparateur ensuite qui se fait rembourser le bonus. Donc il a directement la réduction sur la facture. Donc ça, c'est une vraie incitation, puisqu'on est dans un constat que le prix est un frein. Le bonus, c'est une vraie réponse. C'est parfois difficile pour nous, consommateurs, de choisir entre réparation et remplacement. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a une sorte de bonne grille de lecture, si vous deviez donner des conseils?
C'est-à-dire C'est-à-dire, je sais pas, quand est-ce que... Vous parliez du prix, le fait de se dire au-delà de 30%, je vais pas me lancer dans la réparation, je vais plutôt remplacer... vous voyez ce que je veux dire? Alors, non, nous, on va toujours privilégier la réparation. Oui, ça c'est votre modèle économique, voilà. Forcément. Non, même parce que c'est nos valeurs. Après, c'est vrai qu'on sait que, comme disait Flavie, le prix est un frein à la réparation. Est-ce qu'on peut évaluer la réparabilité d'un objet, oui, avant de se dire, avant de prendre un tuto et de se lancer dans un... Justement, l'indice de réparabilité français essaie de mettre ça en place. Ouais. La loi européenne est plus limitée à ce niveau-là. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas repris forcément les bases de la France à l'appliquer en Europe. Après, c'est aussi aux consommateurs de faire une démarche en ce sens, en disant voilà, est-ce que cette marque fait un pas vers la réparabilité, donc de se renseigner un petit peu et pas juste sur les caractéristiques des performances des appareils. Ça pourrait être bien aussi de regarder un peu le côté plus réparable si la marque... Oui, mais c'est presque un état d'esprit qu'on doit changer, parce que pendant des décennies, quand on arrivait avec un objet à réparer, on disait franchement, changez-le, prenez un neuf, ça va être trop compliqué de le réparer. Enfin, moi j'ai entendu ça je ne sais combien de fois dans différents magasins. Oui, donc c'est un état d'esprit à réinventer en quelque sorte. Oui, c'est ça. Faut faire changer les consciences un peu des gens et d'aller vers de l'avant. Mais des vendeurs aussi, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas nous consommateurs. Hein, c'est tout le monde en fait. C'est aussi tout le monde de prendre la responsabilité de dire ok, ma batterie fonctionne moins bien, l'autonomie est moins bien. Pourquoi je rachèterais un nouveau téléphone alors qu'il fonctionne bien, juste pour une batterie? Et c'est aussi aux vendeurs. Après, c'est vrai que le bonus réparation, le fait d'avoir des possibilités de réparation, même en magasin, peuvent pousser à... Est-ce que vous diriez, Flavie van der Scher, que la France est plutôt en avance par rapport à d'autres pays européens, ou même par rapport à la législation européenne en général? Oui, sur les sujets de réparation, la France est clairement en avance. On avait cet indice qui est très ambitieux. Il y a des critères dans cet indice de disponibilité d'informations, de disponibilité des pièces, et aussi un critère sur le prix des pièces détachées. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ça. L'Union européenne s'est inspirée de l'indice, mais malheureusement, n'a pas repris tous les critères. Et on se retrouve aujourd'hui, ça va arriver en 2025 pour les smartphones, avec un indice pour les smartphones qui ne prendra pas en compte le prix des pièces détachées. Et ça, c'est très problématique, parce que ça veut dire qu'on peut avoir des industriels qui proposent des produits avec des pièces détachées très chères et qui peuvent avoir de très bonnes notes. Alors que le prix de la pièce, c'est un élément essentiel de la réparabilité d'un produit. Et vous parliez aussi de changer les mentalités, et je suis complètement d'accord avec ça, mais sur la responsabilité, le consommateur doit reprendre les bonnes... des réflexes de réparation, mais encore faut-il qu'ils puissent le faire. On ne peut pas attendre des consommateurs de payer plus cher une réparation que le produit neuf. Donc il y a aussi une responsabilité de la part des industriels. En France, il y a la responsabilité élargie du producteur, justement. Oui. Donc, alors ça ne concerne pas directement ou pas uniquement la réparabilité, mais c'est quand même là aussi un progrès. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors sur la responsabilité élargie des producteurs, donc la REP, nous on suit ça de près. Le bonus réparation, ça fonctionne dans ce système-là. Oui. Ce qu'on observe, c'est que nous, on a du mal à avoir accès aux données de toute cette REP, parce qu'il y a des éco-organismes qui sont en charge de prendre en compte la filière pour lesquelles ils sont dédiés. Et aujourd'hui, on manque de pouvoir public remis au centre de ce système. Il devrait y avoir parfois des décisions prises par les pouvoirs publics dans ce cadre-là de la REP, et c'est pas le cas parce que c'est les éco-organismes qui sont en charge de ça, mais les éco-organismes, indirectement, c'est les fabricants. Donc on se retrouve avec des fabricants qui sont en même temps jugés partie de ce qu'ils doivent faire, et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Une amélioration potentielle. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Anthony Caillot. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le directeur général de Fonto de Vivo, créé en 2017. Avec quelle idée ? Avec l'idée de pouvoir donner à chaque famille qui vit un désastre humanitaire un système de purification d'eau pour pouvoir survivre et vivre dans l'autonomie et la dignité dans ces moments-là, au travers des ONG qui ont été nos partenaires et avec qui on a co-développé ce produit, donc les grandes ONG d'urgence françaises, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Handicap International ou Solidarité Internationale. Et ça, quand il y a un événement type une guerre, un tremblement de terre ou un désastre climatique, finalement, la première chose qui tombe par terre, qui devient un problème,
problème, c'est l'accès à l'eau potable. Et dans ce cas-là, en fait, grâce à notre système, notre petit système familial, les ONG vont pouvoir doter les familles d'un récipient et faire en sorte que les gens soient autonomes. Alors ça marche comment? Vous avez déposé, ça s'appelle l'Orissa, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, c'est quoi? C'est un purificateur d'eau, j'imagine, mais comment ça marche? C'est ça, donc c'est un système, c'est simple en fait, hein. Les ONG vont donner un seau, vous mettez notre système à l'intérieur, qui est grand comme une bouteille de 2 litres d'eau, on va dire, qui fait 2 kilos. Vous l'introduisez, vous prenez de l'eau de surface, donc que ce soit d'une rivière, d'un puits, d'un lac, qui peut être contaminé. Et là, par simple pompage mécanique, vous allez obliger l'eau à passer au travers d'une membrane d'ultrafiltration qui va retenir tout ce qui est bactériologique, donc virus, bactéries, protozoaires, et délivrer 2 à 3 000 litres d'eau purifiée instantanément par minute. Et il a fallu du temps de recherche et développement. C'est une technologie qui existait déjà. Comment vous êtes arrivé entre l'idée de départ, le principe, et puis la réalisation? Oui, il a fallu 2 années de recherche et développement. Alors, la technologie en elle-même, une technologie qui existe depuis longtemps, qui est éprouvée, c'est avec ça qu'on fait de l'eau potable à Paris notamment. Toute la difficulté était d'en faire un système low-tech, introduire cette haute technologie de filtration, un système low-tech qui soit durable, qui puisse être réparable dans le temps et recyclable aussi. Pour que quand on dote une famille, elle n'ait pas à changer la cartouche de filtration dans les 2 mois, 3 mois, mais plutôt que ça dure au moins 2 ans pour elle. Donc voilà, donc 2 ans de R&D avec l'appui de bureaux d'études, d'industriels, nous on est de Nantes, donc d'industriels vendéens, et puis de laboratoires de recherche de l'Université de Nantes. Et donc c'est un système qui fonctionne sans électricité, évidemment. Enfin, on voit bien le cahier des charges. D'ailleurs, c'était un cahier des charges que les ONG vous ont donné, en quelque sorte. Et c'est ça, il y avait un cahier des charges, on va dire, fonctionnel, et puis il y avait donc ce cahier des charges technologique, parce qu'il fallait que ça atteigne les performances de filtration qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on puisse éliminer les virus et les bactéries, donc le choléra ou l'hépatite E. Mais après, en effet, il y avait un cahier des charges aussi ergonomique et fonctionnel, parce que comme vous le donnez à n'importe quelle famille, on va dire, dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, il faut que les gens, de manière instinctive, puissent savoir s'en servir et que ce ne soit pas une corvée pour elles. Donc, en effet, c'est 100% mécanique et il y a juste à pomper l'huile de coude et c'est ce qui fait le succès en fait, du produit parce qu'il est assez versatile et on peut l'emmener en fait, aux 4 coins du monde. Qui est utilisé où aujourd'hui déjà et par combien de dizaines de milliers peut-être de familles? Ouais, on est même sur des centaines de milliers de personnes qui ont déjà été impactées puisqu'à date, on a déployé plus de 20 000 purificateurs. Alors, les ONG d'urgence sur les théâtres d'urgence, mais en fait, c'est aussi un produit, vu qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, c'est aussi un produit qui peut servir aux gouvernements des pays qui sont en train de se développer et qui veulent réduire cette brèche. C'est un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il faut que d'ici à 2030, tout le monde ait accès à l'eau potable. Donc ce ne sera pas par des réseaux, des systèmes communautaires qu'on réussira à atteindre les gens qui sont dans l'hyper-ruralité. Donc c'est utilisé au Liban en ce moment parce qu'il y a une vraie crise choléra, au Sud-Soudan, au Burkina Faso parce qu'on est sur une ville où il y a des groupes rebelles qui ont mis par terre les infrastructures d'eau et les gens, il y a 100 000 personnes qui sont impactées, donc ils ont des purificateurs. Mais en Colombie, le gouvernement a doté tout un département, que ce soit les familles indigènes, les écoles, les centres de santé, un département très rural, pour réduire cette brèche de l'accès à l'eau potable. Est-ce que vos clients sont forcément des ONG ou parfois directement justement des gouvernements ou des collectivités locales? Exactement, donc c'est très souvent des ONG parce que c'est vraiment un produit qui a été conçu pour elles et avec le secteur humanitaire. Mais ça peut être aussi directement des entreprises qui ont une fondation ou qui veulent faire de l'impact social et environnemental. Donc on a Capgemini par exemple qui nous soutient depuis le début pour doter certains programmes d'accès à l'eau. L'année dernière, c'était à Mayotte. On a tous entendu parler de la crise à Mayotte. Et ça peut être donc des gouvernements ou alors donc les Nations Unies, comme l'UNICEF, là, qui vient nous en acheter pour le Liban, au travers d'appels d'offres. Et enfin, même, ça peut être des particuliers ou des tout petites associations, en fait. Comme ça ne nécessite pas d'être un expert, on va dire, de l'eau et du traitement de l'eau, il y a beaucoup de petites associations qui nous l'achètent pour aller eux-mêmes équiper un village, une école, un orphelinat et le distribuer. Merci beaucoup, Anthony Caillot. Bon vent à Fonto des Vivos. C'est de l'espéranto, c'est ça? C'est ça, ouais, ça veut dire fontaine de vie et c'est universel. Eh ben, merci beaucoup. Je remercie très rapidement Cyrielle Chazal, Angèle Jean-Girard et Héloïse Merlin. Salut à tous.